Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission. Voilà votre nouveau rendez-vous mensuel dédié à l'intelligence artificielle, ce sujet qui vous occupe, qui nous préoccupe tous. Aujourd'hui, pour en parler, nous accueillons deux invités. Laura Siboni, bonjour Laura. Bonjour. Vous êtes autrice et enseignante. Tout à fait. Et nous accueillons également le général Patrick Perrotte. Bonjour. Bonjour, général. Donc vous êtes conseiller en intelligence artificielle du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. J'ai tout bon, le titre est un peu long, mais il est précis. Exactement. Avant de rentrer dans la discussion aujourd'hui qui va nous intéresser, à savoir la question de la dépendance technologique en termes d'intelligence artificielle, puisque le sujet de la dépendance technologique ne concerne pas que l'IA, mais là aujourd'hui on va le regarder sous cet angle. On va faire une petite revue de presse et passer rapidement les quelques actus qui ont ponctué le mois de mars. On va commencer donc par le 4. Laura Siboni, on avait effectivement le débat sur le thème « Mutation liée à l'intelligence artificielle. Quelle stratégie pour la France et l'Europe ?» à l'Assemblée nationale, avec une déclaration de Marc Ferracci qui est aujourd'hui finalement complètement dépassée, on disait. Oui, mais qui, en tout cas, a le mérite de mettre en lumière la spécificité française dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je l'avais vu sous un autre orgue, j'avais travaillé à Google Agriculture, qui a son lab, son centre de recherche et développement, donc pour utiliser l'intelligence artificielle au service de collections artistiques à Paris, en France, et qui cherche aussi à mettre en avant cette exception, cette spécificité française. Marc Ferracci l'évoquait plus tôt parce que la France a l'énergie la plus décarbonée d'Europe et que, évidemment, ça va influer sur les développements de l'intelligence artificielle. Et je pense que ça pouvait aussi mener à mettre en avant une spécificité dans le domaine de la formation à l'intelligence artificielle, où la France a des avantages, a des cartes à jouer. En tout cas, il avait parlé de vassalisation de la France en termes de nouvelles techno. On avait déjà entendu ce terme de dire que l'Europe ne devait pas devenir le tiers-monde du numérique. Bon, c'est vous, Général Perrotte, justement, sur cette question de la France et de l'Europe de façon un peu plus large face au reste du monde en termes de nouvelles techno, par rapport à ça, cette question de vassalisation. Oui, alors ça interroge sur la question de souveraineté, en quelque sorte, de l'indépendance que vous évoquez, technologique, de cette notion de souveraineté de la donnée qui est effectivement un enjeu, mais je dirais que l'intelligence artificielle nous interroge même au-delà en termes de souveraineté, elle nous interroge sur les notions de souveraineté technologique, effectivement sur notre indépendance par rapport aux outils, aux infrastructures. Elle nous interroge sur la notion de souveraineté scientifique, notre recherche, comment voir demain avec les outils les perspectives en matière d'intelligence artificielle, nous interroge sur la souveraineté juridique, c'est-à-dire quelle maîtrise on a de notre régulation, quel cadre, parce qu'en réalité, le cadre juridique, c'est notre modèle de société. Donc, est-ce qu'on peut avoir un modèle de société à la française, à l'européenne? C'est un enjeu. Et puis, la souveraineté politique, notre capacité à être maître de notre décision. Donc tout ça, effectivement, doit nous poser question, et nous poser question dans un contexte géopolitique qui est complètement bouleversé aujourd'hui, suite à l'élection de Donald Trump notamment, mais par rapport aux avancées chinoises également. Et ça nous interroge aujourd'hui sur la forme de cette géopolitique. Est-ce qu'elle va être bipolaire, Chine-US, tripolaire? Oui, on ne sait pas, hein, effectivement. Là, on est un peu au spectacle en ce moment. On regarde exactement comment ça va, on est un peu dans ça va se passer. Dans cette vision d'attente et en même temps, on réagit. Et donc, ce qui est plutôt positif. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives en Europe, effectivement, pour retrouver cette souveraineté sur un certain nombre de sujets en matière d'IA. On en reparlera un petit peu plus en détail après, mais oui, Laura, vous voulez tout de suite réagir. J'aimerais insister là-dessus parce que je trouve que c'est un message très important lorsqu'on parle de souveraineté européenne, de préciser ce qu'on entend par l'Europe. Et vous l'avez évoqué, il y a l'Europe géographique, il y a l'Europe politique, l'Union européenne, mais il y a surtout ce qu'on appelle les valeurs européennes. Et celle-là, c'est notre boussole dans des périodes d'incertitude où on s'interroge sur le rôle d'une IA chinoise, d'une IA américaine. Cette Europe de l'humanisme, cette Europe de Zweig et de Paul Valéry, qui est aussi ce qu'on peut défendre avec les développements de l'IA, en ayant une spécificité sur une IA mieux régulée, plus éthique, plus respectueuse de cette Europe de l'esprit, en fait, quelque part,
qui donc interroge déjà ce qu'on entend. On reviendra un petit peu dessus après, justement sur cette question de souveraineté, là, c'est un petit peu le mot qu'on entend beaucoup, souveraineté européenne. Parfois, ça choque un peu. On se dit une souveraineté, c'est quelque chose de national, mais on en rediscutera après. Le 7 mars, pour poursuivre sur la revue de presse, donc Dan Hendricks, Eric Schmidt, Alexander Wang, donc dans un cadre stratégique pour la superintelligence. C'est une publication, hein, donc Superintelligence Stratégie Expert Vision. Ça, c'est quelque chose que vous avez relevé, Laura. Oui, ce qui m'a marqué dans cette publication, c'est surtout la comparaison entre l'intelligence artificielle et le nucléaire, parce que leurs enjeux sont assez similaires, dans le sens où on a des technologies qui portaient beaucoup de promesses, qui aujourd'hui portent beaucoup de dangers, et qu'on essaye de réguler par un équilibre des puissances plutôt que par des freins. Et donc, c'est une comparaison qui est très loin d'être neutre, déjà parce que la question nucléaire revient aussi, la question de la dissuasion nucléaire, de l'équilibre nucléaire revient aussi sur le devant de la scène dans un contexte géopolitique qui est troublé. Et donc, c'est une comparaison que je trouvais intéressante et qui m'a rappelé un livre de Romain Gary qui s'appelle « Charge d'âme », justement, qui avait été écrit dans toute cette période. Il y a eu toute une littérature inspirée par la menace nucléaire qui a pesé pendant plusieurs années sur le monde. C'est-à-dire que les écrivains vivaient dans un monde où on avait l'impression, après les crises de Cuba en 62, dans les années 70 encore, que, dans cette période de guerre froide, que le monde pouvait disparaître d'une simple pression sur un bouton rouge. Et c'est un peu, j'ai l'impression, ce sentiment qu'on a de nouveau avec l'intelligence artificielle. Et les solutions qu'esquisse Gary à Charge d'âme, qui doit se lire comme une fable, hein, comme une métaphore, c'est de recourir au pape, de recourir à ces institutions qui sont pas nationales, qui sont internationales, mais sans être étatiques. Et dont je verrai le prolongement aujourd'hui dans l'ONU, dans la Cour de justice internationale, dans des institutions qui ont cette capacité de promouvoir des valeurs à l'échelle internationale et donc aussi des garde-fous. Une régulation qui, pour la Cour de justice, ne peut venir qu'à posteriori, mais qui a le mérite de poser le cadre et à l'échelle internationale, au-delà des frontières, parce que la question de l'IA, comme la question du nucléaire, ne s'arrête pas aux frontières. Ouais, les nuages radioactifs et les données, on cherche beaucoup de réponses et il y en a qui sont encore cachées dans les livres des bibliothèques. Général Perrotte, justement sur cette question du nucléaire, vous voulez réagir? Oui, alors, je trouve très intéressant la comparaison que fait Laura avec le nucléaire et puis avec ce rapprochement sur Charge d'âme de Romain Gary. Parce qu'effectivement, il y a de la convergence. Pour autant, il y a peut-être quand même certaines différences. C'est que je pense que l'intelligence artificielle, elle est à la disposition de tous. Le nucléaire, on l'utilise tous. On n'en fait pas ce qu'on veut. On l'utilise, l'électricité nous sert derrière. Nous sert, voilà. On ne fait pas du nucléaire tous les jours, c'est ça. Voilà. Mais par contre, on l'utilise. Quand on allume nos lampes, on l'utilise. Pour autant, on ne peut pas en faire ce que l'on veut. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est accessible à tous. Et nous, dans le domaine de la criminalité, c'est un enjeu, parce que justement, les criminels sont très inventifs, imaginatifs, avec tout ce qu'ils ont à disposition. Et je crois que, plus qu'une explosion nucléaire, en fait, l'intelligence artificielle, elle transforme nos sociétés presque à bas bruit, même si on a l'impression d'une évolution très rapide. Il y a une notion de soft power, ça s'initie progressivement dans nos vies, parfois sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle et l'utilisent tous les jours. Donc, il y a ce paradoxe. Et la réglementation là-dessus, par rapport aux solutions, effectivement, moi je pense que la réglementation, elle est essentielle. C'est le cadre de notre modèle de société. Elle fixe les règles, mais il faut bien comprendre qu'elle ne protège pas. C'est-à-dire qu'elle fixe le cadre de protection, mais ce qui protège, en tout cas dans le domaine de la sécurité, c'est les forces de sécurité intérieure. Il faut qu'elles nous autorisent à protéger, et donc qu'on soit inclus dans cette réglementation. Et je voudrais peut-être paraphraser un peu ce que dit Étienne Klein. Moi, j'aime bien cette approche qui nous dit que la science nous permet de comprendre les phénomènes, mais elle ne nous explique pas comment utiliser ce qu'on en fait de ces phénomènes-là. Et donc là, ça fait appel aux politiques.
ça fait appel à la philosophie, ça fait appel à la réglementation, beaucoup de sciences humaines. Et je crois que l'intelligence artificielle nous interroge sur ce modèle en fait de multidisciplinarité entre les sciences humaines, les sciences fondamentales. Et ça, c'est un enjeu effectivement pour l'avenir. Alors, elle nous interroge, elle a interrogé aussi une coalition d'industriels européens donc, qui ont adressé le 14 mars une lettre ouverte à Ursula von der Leyen, donc notre présidente de la Commission européenne. Donc plus de 90 entreprises, dont Airbus et Dassault Systèmes, ont réclamé un fonds souverain pour financer les infrastructures numériques critiques. Donc une souveraineté numérique et responsabilité sociétale. Les industriels européens donc sonne clairement l'alerte. On revient un petit peu effectivement sur cette question d'indépendance technologique là, liée à l'IA. Ça, sur ce point, sur le fait que les industriels tirent la sonnette. On parlait de souveraineté européenne. Est-ce que c'est à l'Europe de réagir? Il y a quelque chose à faire ou c'est la responsabilité des États eux-mêmes, quitte à se concerter, mais en tout cas... Est-ce que ça doit venir de l'Europe? C'est le sujet un petit peu délicat. Laura, pour commencer. Ouais, pour moi, c'est la question qui n'a pas été résolue au sommet pour l'action de l'IA, puisque le sommet pour l'action de l'IA a été l'occasion d'annoncer les 109 milliards de financement pour l'IA en France, mais qu'on a un peu oublié qu'en même temps, Ursula von der Leyen annonçait aussi des financements européens. Après, la question, ce n'est pas seulement le financement européen, c'est celui de la souveraineté européenne. Quand on voit des entreprises comme Mistral qui vont bénéficier de fonds européens pour ensuite faire entrer Microsoft ou des boîtes américaines au capital, se pose la question de à quoi vont servir ces fonds européens. Est-ce qu'ils vont pouvoir protéger un modèle européen de l'intelligence artificielle? Parce qu'une boîte, même lorsqu'elle est financée par l'Union européenne, si elle fait entrer d'autres fonds qui deviennent majoritaires au capital, vont être beaucoup plus dépendants de ces fonds étrangers. Donc oui pour des fonds européens, mais s'ils peuvent promouvoir un modèle européen de l'intelligence artificielle. Si on n'utilise pas des fonds européens pour financer finalement une avancée technologique américaine, par exemple. Général Perrotte. Alors, moi, je pense effectivement important qu'on ait cette capacité à favoriser nos industriels pour effectivement être plus indépendants technologiquement. Mais il ne faut pas tout attendre non plus de l'Europe. Les industriels ont aussi leur capacité et leur rôle à jouer dans cette indépendance, indépendamment des fonds européens, par les bénéfices qu'ils vont tirer. Et ça ne doit pas nous faire oublier aussi que cette notion de souveraineté, comme je disais en propos liminaire, elle n'est pas que technologique, elle n'est pas qu'industrielle. Et donc, il y a cette notion politique. Et moi, je suis souvent surpris qu'on essaye d'opposer souveraineté européenne, souveraineté nationale, voire gouvernance mondiale. Moi, je crois que l'une n'est pas exclusive de l'autre et on doit fonctionner en subsidiarité. Il y a, en termes de souveraineté nationale, il y a des activités régaliennes que l'on doit protéger, qui n'ont pas forcément à être pilotées au niveau de l'Europe. Et ça, on doit définir notre sanctuaire des activités régaliennes. Et l'Europe, effectivement, a un rôle à jouer après, au niveau de ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, notre modèle de vie ensemble, parce qu'on a quand même des racines communes au niveau européen, et c'est ce que l'on doit défendre. Donc par rapport à cet appel des industriels, bien sûr qu'il faut avoir cette capacité à rivaliser par rapport à des puissances qui aujourd'hui deviennent considérables. La puissance américaine, la puissance chinoise en matière d'intelligence artificielle, c'est considérable. Et c'est intéressant de voir que le sommet qu'on a évoqué du mois de février, l'AI Action Summit, ou sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, était coprésidé avec l'Inde. France, Inde. Parce que l'Inde est aussi une puissance de l'intelligence artificielle. Oui, ça fait émerger des coalitions. Exactement. Et on a vu dans les grands partenariats qui ont été signés, oui. Certains pays n'ont pas été signataires. Les États-Unis n'ont pas tout signé. Donc on voit qu'il y a à la fois des travaux de gouvernance mondiale, mais c'est difficile de mettre tout le monde. C'est un petit peu la carte de la géopolitique qui se redessine à la lumière de la techno, et là en l'occurrence de l'intelligence artificielle. Donc ça c'est assez intéressant finalement pour nous à observer si on se positionne en tant qu'observateur. Après il y a la question des acteurs, de comment est-ce qu'on s'implique, quelle coalition stratégique économique on fait. Si, avant de rentrer justement dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour terminer peut-être cette revue de presse sur tout ce qu'on a eu comme actu aussi autour de la Chine, pardon, vous l'avez mentionné, avec d'un côté les Américains qui nous font une IA avec de l'industrie lourde, du gros processeur, etc. Et les Chinois qui arrivent à les concurrencer, on arrive avec une approche totalement différente, avec de l'open source, avec beaucoup moins de moyens. Enfin,
Ça, c'est les informations qui sont arrivées jusqu'à nous. Hein. On n'a pas les chiffres exacts. Mais du coup, une autre approche, peut-être, ça, vous vouliez en parler Oui, alors c'est même pas tant l'histoire de l'open source qu'un modèle différent, beaucoup plus frugal. Le DeepSeek, c'est beaucoup plus frugal que ChatGPT, par exemple. Et donc, c'est vraiment une nouvelle façon d'appréhender la donnée au profit de l'intelligence artificielle avec des coûts moindres. Et donc, on a effectivement cette tentation d'aller vers ces modèles chinois. Manus, qui est l'agent chinois qui vient de sortir aussi, nous interroge sur ces modèles-là. Vers où il faut aller, nous, Européens? Est-ce qu'on va utiliser des modèles américains? Est-ce qu'on va utiliser des modèles chinois? Aujourd'hui, ça nous interroge. Et on voit dans les universités, ils sont tentés d'utiliser ces modèles-là. Mais n'oublions pas que ces modèles-là sont porteurs d'un modèle de société qui n'est pas le modèle de société européen. Oui, voilà, parce qu'entre utiliser les modèles chinois et les modèles américains, quand on dit tout ça, on n'utilise pas les nôtres. Ça aussi, c'est une question qui se pose. Si je peux rajouter une chose, parce que pour moi, ça me semble essentiel par rapport à tout ce que vous énoncez, on voit bien qu'on est dans une actualité qui change tous les 2 jours. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux, on en apprend tous les jours sur des nouveautés en matière d'intelligence artificielle. Et quand on aborde ces sujets de souveraineté, je crois que l'essentiel, c'est la vision à long terme, la vision politique à long terme. Quel projet de société on projette? Vers où on veut amener nos citoyens collectivement par rapport à nos valeurs? Et je crois que c'est... Moi, j'aime beaucoup suivre l'actualité, mais quand je me pose ces questions de où on doit aller, j'essaye de voir loin. Et je crois que c'est ce qu'il faut aujourd'hui. On est vraiment dans une société de l'immédiateté, alors que la souveraineté exige une vision à long terme. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Laura? Et surtout dans l'intelligence artificielle, lorsqu'on parle d'innovation, de régulation, ça demande des investissements, une pensée à long terme, parce que ça a demandé de la formation qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande une meilleure compréhension de l'IA et de ses usages. Et là aussi, ça demande une démocratisation de l'intelligence artificielle. Donc, ça se fait nécessairement sur le long terme. Pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, j'ai l'impression qu'on est entièrement d'accord sur une définition plus culturelle de la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté de l'IA doit d'abord être la capacité à imposer des valeurs, des garde-fous, des régulations, une certaine vision de l'intelligence artificielle, de la manière dont on utilise les données, avant même d'être une souveraineté sur les infrastructures, une souveraineté économique. Les sujets sont liés, mais passent d'abord par définir ce qu'on attend de l'IA, où est-ce qu'on met les lignes rouges, et puis quel modèle d'IA est-ce qu'on veut. On a évoqué la frugalité du modèle chinois. Ça devrait aussi être une inspiration pour l'Europe. Et d'autant plus lorsqu'on parle de souveraineté des infrastructures et de la dépendance à des matériaux que nous n'avons pas en Europe, et qu'il faut penser recyclage, qu'il faut penser comment est-ce qu'on peut soi-même être moins dépendant de puissances étrangères. Sur cette question de souveraineté, vous, justement, vous avez ce parti pris de dire qu'il faut abandonner toute idée de souveraineté nationale de l'IA. Et que si on pense uniquement à la souveraineté sous l'aspect économique, sous l'aspect politique, ça correspond mal au sujet de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle demande des infrastructures, demande des savoir-faire et demande des données. Les données ne s'arrêtent pas aux frontières. Et on pourrait citer énormément d'exemples de régulations nationales qui ont échoué à contrôler la donnée. Déjà en France, il y a à peu près 10% des personnes qui utilisent un VPN. Déjà, rien que ça complique beaucoup la question de la souveraineté des données. En Chine, ça va être il y a des endroits, je crois que ça monte jusqu'à 50% des internautes qui vont utiliser des VPN, donc se connecter à des serveurs distants. Et donc, on a beaucoup de mal à contrôler cette... Pour des raisons qui sont différentes que nous. Oui, en France, c'est essentiellement des VPN d'entreprise. Mais quand on sait utiliser un VPN d'entreprise, on sait aussi utiliser un VPN pour d'autres usages. Et de toute façon, c'est l'un de ces exemples qui vont compliquer la question d'une souveraineté des données. Lorsqu'on parle de souveraineté des infrastructures, construire un data center, construire les murs, ça peut être entièrement souverain, fait en France. Si on n'est pas dans une démarche de souveraineté nationale, alors on est dans une démarche de souveraineté à quel niveau? C'est surtout que la souveraineté nationale, elle est insuffisante. Ce n'est pas qu'elle est inexistante, mais c'est que vous parliez de subsidiarité, on
ne peut pas s'arrêter à cette échelle de la souveraineté nationale. Et pour moi, il faut rapidement penser une souveraineté internationale, enfin ça ne veut pas dire grand-chose, souveraineté internationale, une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, notamment sur cette question des garde-fous. Quelles limites est-ce qu'on met à la captation des données, à l'utilisation et même si les limites sont a posteriori, c'est quand même une garantie morale. Et là, je fais de nouveau la comparaison avec la Cour de justice internationale, qui ne va pas forcément avoir un effet, on le voit en ce moment, des condamnations qui n'ont pas énormément d'effets concrets, mais qui au moins posent les limites de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, et qui dessinent les contours d'une éthique mondiale, d'une éthique humaine, qui, elle, ne s'arrête pas aux frontières. Je ne pense pas trop m'avancer en disant que vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec cette vision. Oui, et ça me fait plaisir, parce que c'est vrai qu'on convergeait sur une vision assez collective sur l'IA. Mais moi, j'ai un uniforme bleu, celui de la gendarmerie nationale. Et effectivement, moi, je crois à cette notion de souveraineté nationale qui est importante, mais je ne vais pas être totalement divergent avec ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le domaine des services publics, il faut se poser la question, on a des enjeux souverains, et il faut peut-être les remettre en cause, mais il faut s'interroger dessus au niveau des armées, de la sécurité, de l'éducation, de l'économie. Quelles sont, je le disais tout à l'heure, mais nos activités régaliennes que l'on ne doit pas déléguer à une instance supranationale. Et je pense que ça, c'est un enjeu fondamental sur lequel s'interroger. Vous savez, la lutte contre le crime, peut-être que dans quelques années, ce sera Google qui vous dira comment acheter un appartement dans un quartier en fonction de la délinquance qu'il y a autour. Moi, ce qui m'inquiète avec ce genre de dérive, c'est que la protection des libertés individuelles sera beaucoup moins assurée. Alors le service sera rendu. Et on se rend compte que le citoyen a tendance à aller vers le service rendu, plus encore que vers la protection de ses libertés individuelles. Nous, en tant qu'agents de l'État, enfin, moi, ma préoccupation quotidienne, c'est la préservation des libertés individuelles et la préservation du modèle de vivre ensemble collectif. Donc, cette notion de conserver la capacité de nos activités régaliennes me paraît essentielle. Alors, encore une fois, ce que je dis n'exclut pas des enjeux de souveraineté européens, parce qu'on a des valeurs communes qui nous rassemblent au niveau de l'Europe, et je crois que c'est essentiel effectivement d'aborder ces sujets-là. Et je crois que la réglementation est un outil effectivement de souveraineté, mais sur le volet juridique, elle est surtout le reflet de nos cultures. Elle est surtout le reflet de notre capacité à vivre ensemble. On n'a pas la culture asiatique, on n'a pas la culture américaine. On peut avoir plein de bonheur à apprendre ces cultures, à connaître ces cultures, mais ce n'est pas notre culture, ce ne sont pas forcément nos valeurs. L'une n'est pas forcément meilleure que l'autre, hein, ce n'est pas le débat. Mais je crois qu'il faut qu'effectivement, l'Europe ait sa propre régulation. La Chine a sa régulation et les États-Unis... En fait, c'est un petit peu ce qu'on nous reproche, c'est que nous, on a la culture de la régulation. Mais je vais continuer. Mais sachez qu'aux États-Unis, il y a eu beaucoup de régulation aussi, par État. Après, là, on est dans une phase de dérégulation. La Chine régule beaucoup également. Faut pas s'imaginer qu'il n'y a que l'Europe qui régule. Mais on ne régule pas aux mêmes endroits. On ne régule pas forcément au même endroit, mais après, si vous voulez, il y a aussi... je vais d'abord arriver sur la gouvernance mondiale, parce que sinon, je vais trop digresser. Donc, par rapport à ces différentes réglementations, régulations, on peut s'entendre sur une gouvernance mondiale, sur certains aspects. Mais je crois que plus on monte, si vous voulez, avec la Chine, on ne pourra pas s'entendre sur tout. Avec les États-Unis non plus. Mais il y a certaines choses sur lesquelles on doit pouvoir s'entendre. Moi, j'aime bien l'image du clonage. Parce que le clonage, il y a certaines limites éthiques qu'on sait mondialement interdites. L'humanité se refuse un certain nombre de règles en matière de clonage. Ça doit être pareil sur l'IA. Mais on ne pourra pas avoir une réglementation mondiale sur l'IA, sur l'ensemble des points de l'IA, à mon sens. Mais à l'inverse, lorsqu'on parle de souveraineté nationale, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir l'exemple récent des États-Unis, où même des droits constitutionnels ont été bafoués par la décision d'un président. Et que, oui, inscrire le droit à la vie privée dans la Constitution, par exemple, ça me semble important. Mais quand on voit que, pas si loin, enfin, qu'aux États-Unis, un président a pu passer au-dessus
de ces régulations-là. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir d'autres garde-fous qui, eux, vont être supranationaux. J'ai l'habitude de dire que la réglementation ne protège pas des criminels, ne protège pas des dictateurs. Loin de moi l'idée de dire que le président des États-Unis est un dictateur, hein. Mais c'est une notion qui est importante, c'est-à-dire que un président qui est autoritaire, il pourra effectivement changer un certain nombre de choses. On le voit avec effectivement ce qui se passe aux États-Unis, mais on le voit dans des régimes plus dictatoriaux encore. Et ça, il faut bien prendre conscience que la réglementation ne protège pas de cela. La réglementation, c'est une mise en accord des différentes nations sur le... Mais si on a des États européens qui ne veulent pas suivre cette réglementation européenne, de la même façon, ils ne la suivront pas. Et ça, c'est un sujet, effectivement, de partage des valeurs communes. Parce que, quand même, si on extrapole un peu, parce qu'il y a les deux sujets sur cette notion de dépendance technologique. Il y a le fait, effectivement, de voir nos données qui vont à droite, à gauche. Il y a quelques désaccords aussi sur la façon de faire. Mais il y a aussi l'aspect économique qui est incontestable. C'est-à-dire que quand on parle de vassalisation ou de tiers-monde du numérique, c'est un petit peu ça, c'est de se dire... c'est aussi comment faire en sorte que l'économie, alors française pour commencer, européenne de façon un peu plus large, peut quand même réussir à garder la main sur ce qu'elle fait pour ne pas subir comme elle le subit déjà dans d'autres domaines. On l'a vu, le rachat de VMware par Broadcom qui a vraiment jeté un énorme pavé dans la mare en faisant en sorte que tous ces utilisateurs se sont retrouvés à payer des prix totalement disproportionnés et coincés, emprisonnés dans une solution avec l'incapacité de sortir. On le voit avec Microsoft à certains endroits. On voit effectivement en ce moment ces débats qu'il y a sur l'éducation nationale qui utilise Microsoft. On se dit, ça ne va pas. Donc on a cette indépendance liée à la question peut-être de souveraineté aussi. Mais c'est ça aussi qu'il faut aborder. C'est comment on fait, d'où ça doit venir. Est-ce que l'État doit imposer des choses ? Est-ce que l'Europe doit imposer aux États d'imposer des choses ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est par quel truchement, à un moment donné, on va réussir à faire en sorte que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, cette géopolitique qui est complètement mouvante, troublée et troublante, on ne la subisse plus. Parce qu'on vit au rythme de ce qui se passe à côté. Donc, là, on sent qu'il y en a qui ont tiré la sonnette d'alarme. On est tous très interpellés, on est tous observateurs. Donc, on se dit, par où on commence ? D'où ça doit venir ? Pour moi, ça commence vraiment loin et sur le long terme. Mais j'étais là il y a quelques mois à un salon du livre pour présenter. Romain Gary, c'est pas Romain Gary. J'étais pas à côté de Romain Gary, j'étais à côté de José Bové. Ah. Et pendant une après-midi, on était meilleurs potes parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait le même combat. Lui, c'est pour les semences, parce qu'elles sont possédées par 4 ou 5 grosses entreprises dans le monde qui peuvent décider de travailler, de mettre des priorités sur les OGM, qui vont fixer leur agenda. Moi, c'est plus les données qui, là aussi, sont extrêmement... Enfin, le contrôle de la donnée, la capacité à les croiser, est extrêmement concentrée dans les mains de 4 ou 5 grandes entreprises dans le monde. Et effectivement, si Microsoft, dans la Silicon Valley, aux États-Unis, décide d'arrêter ses activités du jour au lendemain, l'éducation nationale française, la grande majorité des entreprises françaises se retrouvera en grande difficulté. Enfin, si une entreprise à l'autre bout du monde décide d'arrêter ses activités, c'est la France aussi qui est à l'arrêt. Et d'ailleurs, on l'a vu quand il y a eu les bugs de Microsoft qui ont un impact évidemment jusqu'ici. Et donc pour moi, le problème à l'origine n'est pas tant celui de la dépendance aux États-Unis que celui de la concentration des données dans les mêmes mains, dans les mêmes entreprises. Alors parfois c'est étroitement lié, parce que du coup on est dépendant à la technologie d'un pays et qui va lui héberger nos données. Et exactement, mais c'est aussi pour ça que ce que je critiquerais en premier, c'est ces ultra-concentration, cet oligopole économique des États-Unis qu'on retrouve dans le domaine des semences comme dans le domaine de la donnée. Et c'est aussi pour ça que, pour moi, ça passe complètement par l'éducation, pas forcément la formation, mais déjà être conscient de la valeur de nos données.
être conscient que l'intelligence artificielle, on est en train de l'utiliser en ce moment, parce que c'est en ce moment ce qui optimise la batterie de notre portable, ce qui nous évite d'être noyés sous les spams, que des données, on en produit en permanence, qu'à l'échelle individuelle, elles n'ont pas une énorme valeur, mais qu'à l'échelle collective, elles ont un poids géopolitique qui est majeur. Le chiffre d'affaires de Meta, qui tire 98% de ses revenus de la publicité, donc de nos données. Le chiffre d'affaires de Meta est égal au PIB du Maroc cette année. Donc évidemment que ça a un poids géopolitique et qui vient de nous. Ce n'est pas les quelques dizaines de milliers d'employés de Meta qui font entièrement cette valeur. Surtout si on compare avec le nombre d'habitants du Maroc. C'est essentiellement ces données qu'on va leur donner et qui permettent ensuite d'être vendues pour cibler la publicité. Alors, je repose la question à vous. Chez Laura Simoni, donc c'est la donnée. Il y a votre point de vue sur comment on fait, par quel bout prendre ce problème pour faire en sorte qu'à un moment donné, on reprenne la main, on prenne les mots tout court. Alors, niveau étatique, niveau européen, j'ai envie de dire les deux, mon général. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je voudrais peut-être faire un point au niveau national. Moi, mon expérience professionnelle m'a montré une chose, c'est que le Français, quand il est au pied du mur, il réagit plutôt bien. Donc ça me donne une lueur d'optimisme sur le sujet. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'aujourd'hui, le président Macron a quand même un vrai dynamisme sur l'écosystème économique en matière d'intelligence artificielle. On a beaucoup d'entreprises qui viennent en France, qui restent en France. On parle beaucoup de la fuite de nos talents. C'est vrai que certains de nos talents partent. On a aujourd'hui une fuite des talents qui vient des US, pour plutôt nous rejoindre aussi par rapport à ce qui se passe aux US. Il ne faut pas s'imaginer que tout ça, ce changement-là va se faire en un clic. Pour prendre une analogie très informatique, ça va prendre un peu de temps. Et je pense que cette capacité économique, effectivement, à faire vivre notre écosystème et à développer notre écosystème pour avoir des champions français, ça va prendre un peu de temps. Mais je voudrais dire quand même que, parce qu'on aime s'autocritiquer en France, on a quand même quelques champions sur l'identité numérique. C'est une entreprise comme Idemia qui est championne de l'identité numérique. Chez Thales, il y a des choses extraordinaires qui se font. Chez Safran, il y a des choses des choses aussi extraordinaires qui se font dans les deux. On a des champions quand même. Bien sûr. Ce qu'on n'a pas, c'est des champions qui œuvrent pour l'ensemble des citoyens, à l'instar de Google pour les moteurs de recherche, à l'instar de Microsoft OpenAI pour les chats GPT, mais je n'oublie pas Mistral qui est quand même un champion français sur le domaine. Donc il n'y a pas beaucoup de champions français européens, de champions européens en termes de large modèle de langage. On a Mistral. Donc il faut aussi savoir regarder les pépites que l'on a en interne et qui sont, je pense, porteurs d'avenir. Mais sur cette question, je vais quand même la reposer. J'aimerais bien que vous me répondiez. Microsoft qui rentre dans l'éducation nationale, qui va interdire ça? C'est à qui? Parce que là, on va dire l'éducation nationale, le ministère a fait un mauvais choix. Il va bien falloir à un moment donné, effectivement, qu'on pose des règles. De qui dépend le ministère de l'Éducation nationale? Du président. Donc c'est à l'État français. Donc on est d'accord que ça devrait venir de tout en haut. Est-ce que ça doit être inscrit quelque part à un moment donné? C'est-à-dire qu'il y a des restrictions? Je ne pense pas qu'il faille inscrire cela. Enfin, je ne sais pas ce qu'on n'entend pas inscrire et où. Moi, je ne crois pas qu'il faille inscrire. Par contre, il y a des décisions à prendre, effectivement, par rapport à ces... Et puis, être capable d'offrir une alternative. Parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on a en termes d'alternative? Parce que si on n'a pas ça, on n'a pas autre chose. Donc, c'est aussi les enjeux, en fait. Parce que, vous savez, si vous n'avez pas, à un moment, des capacités de calcul, vous ne calculez pas. Et si vous ne calculez pas, vous ne résolvez pas les problèmes que vous êtes censé résoudre. On est d'accord. Alors, c'est vrai qu'en termes d'intelligence artificielle, c'est plus compliqué, mais sur la question des suites bureautiques, par exemple, l'alternative, elle existe. Là, il y a des possibilités. Mais bon, on ne répondra peut-être pas à cette question aujourd'hui, mais en tout cas, juste quand même d'avoir quand même un ordre d'indice sur est-ce que ça doit venir de l'Europe, est-ce que ça doit venir des États. Ce que vous mentionniez sur la Chine, ça ouvre déjà une piste, même si on ne va peut-être pas répondre à la question de comment créer des alternatives à Microsoft pour l'éducation nationale. Ça ouvre des pistes parce que le modèle chinois s'appuie
plus sur l'open source, est plus frugal parce qu'il est plus modulaire. Et ça peut aussi permettre de trouver des alternatives qui ne vont pas forcément être plus coûteuses, mais par contre être plus malines, ou en tout cas plus basées sur de l'open source, sur la compréhension de nos données. Et ça donnerait une réponse à la fois à cette surconcentration des grandes entreprises qui possèdent la donnée et une réponse à celle d'une indépendance, d'une souveraineté. DeepSeek, ça ressemble un petit peu à une réponse dans ce genre-là, OpenAI. Peut-être là-dessus, parce qu'effectivement... Parce qu'on arrive effectivement au bout de l'émission. Très vite. Alors, il y a des chercheurs français de grande qualité. Et je rejoins effectivement tout à fait l'idée que cette notion de frugalité, on doit l'exploiter à fond. Mais je n'oublie pas non plus que comment les champions chinois ont émergé, c'est en interdisant les applications américaines. L'Europe ne fera pas ça. On n'est pas sur un régime de même forme. Donc, et puis, il y a un marché intérieur chinois qui est considérable. Donc ça a permis de faire émerger des Alibaba, des Baidu, des Tencent, qu'on n'a pas en Europe. Donc ça, c'est aussi un enjeu aussi de régime politique. Et on peut louer quand même que l'Europe ne soit pas non plus dans cet autoritarisme. Et je suis entièrement d'accord là-dessus, et je vais vous faire plaisir. Et je trouve que justement, lorsqu'on évoque ce sujet, il faut parler des extraordinaires chercheurs français. On est le pays qui a le plus de médailles Fields au monde, mais on est aussi un pays qui n'est pas bien classé dans les classements PISA. Et l'ennui, c'est qu'on est à la fois très bon et très mauvais, et que se pose cette question de comment démocratiser, faire connaître, informer, éduquer à l'intelligence artificielle, à la valeur de nos données. Bien sûr qu'on utilise tous Google Maps ou Plot, et on sait quelque part qu'on est géolocalisé. C'est quand même important de savoir un peu plus précisément ce qui est fait avec ces données. Le problème, c'est pas de l'utiliser. L'argument qu'on entend souvent, c'est « j'ai rien à cacher ». Individuellement, mes données n'ont pas beaucoup de valeur, mais d'être conscient de leur valeur collective, d'être conscient de l'impact que vont avoir ces données lorsqu'on les croise. Je suis toujours étonnée de voir à quelle vitesse on a oublié l'affaire Cambridge Analytica ou des affaires qu'on revoit aujourd'hui sous d'autres formes de profilage des citoyens, d'influence dans les élections. Et le meilleur moyen de lutter contre ça, en tout cas le premier et le plus nécessaire, c'est déjà de faire connaître l'IA, de raconter l'intelligence artificielle, de montrer comment on l'utilise au quotidien. Et ça ne va pas uniquement se jouer à l'échelle des investisseurs et des innovateurs dans les centres de recherche. Ça va surtout se jouer à l'échelle citoyenne, de donner d'autres images de l'IA, de montrer au quotidien comment on l'utilise. Si je peux juste ajouter, je sais que le temps c'est cool, mais je rejoins tout à fait ça, la responsabilité du citoyen qui oublie qu'il n'y a pas que le service rendu qui est important. Il y a ce qu'il a donné pour avoir ce service rendu, notamment au Big Tech. Et sur cette notion d'acculturation du citoyen, je voudrais rappeler l'initiative du Conseil national du numérique qui a créé les cafés de l'IA pour aller vers les citoyens. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans une salle sur la commune de Versailles pour expliquer, ouverte aux citoyens, pour expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, comment nous l'utilisons et comment protéger nos adolescents, à la fois par la connaissance des parents et puis que les adolescents puissent connaître ce qu'il y a dans l'intelligence artificielle. Et ça participe justement à cet effort d'acculturation. Nous, on a créé ce qu'on appelle les cafés bleus de l'IA dans cette inspiration, justement pour expliquer ce qu'on fait en matière de sécurité intérieure et d'intelligence artificielle. Oui, et c'est vraiment important d'en parler, d'avoir des conventions citoyennes, d'avoir des cafés de l'IA, parce que les données, c'est très abstrait. Quand on parle de données, comme ça, on ne se rend pas compte que les données disent beaucoup de choses sur nous, que les données, ça va être notre visage, ça va être nos posts sur les réseaux sociaux, ça va être nos recherches Internet, notre géolocalisation, notre réseau d'amis, etc. Et que c'est des choses qui, elles, sont très concrètes. Merci à tous les deux, Général Perrotte, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé à cette émission. Laura Sibony, merci aussi. Racontez l'IA, c'est ce que vous faites dans votre ouvrage Fantasia, qui est paru chez Grasset. Je vous invite à le lire, c'est très intéressant. Je l'ai lu, je l'ai trouvé très agréable. Et vous travaillez d'ailleurs, vous m'aviez dit, sur un nouvel essai. Alors, je travaille sur un roman qui n'a
a priori aucun rapport sur la révolution de février 1917 en Russie, mais le lien que je fais entre les deux, c'est que mon intérêt pour février 17, il vient aussi de la comparaison avec toutes ce qu'on a appelé les révolutions Facebook, les printemps arabes, celles qui ont abouti et celles qui n'ont pas abouti. Nuit debout en France, le mouvement Occupy, des mouvements de contestation sans leader. La révolution de février, ce n'est pas celle d'octobre. Justement, il n'y a pas d'encadrement par un parti, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de revendication claire, il y a même plutôt un rejet des revendications. Et c'est ça que je trouvais fascinant. Là où j'ai eu le déclic, c'est quand je lisais dans l'histoire de la révolution de février par Trotsky, il parle du parti cadet, les constitutionnels démocrates, comme un parti du « en même temps ». Alors là, il y a un lien à tracer entre 17, la période actuelle. On verra ça effectivement quand ça sera sorti. Merci encore une fois à tous les deux. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir.